Alors, comme vient de le dire à l'instant Josiane Gontier par la voix de Florence Rochefort, cette première table ronde, intitulée Le genre en question, et j'aimerais imiter un peu Louis Jouvet, je crois, dans Knock, le genre en question, comme ces moutons, devrait nous permettre de retracer l'histoire et les développements de ce concept et de situer les enjeux qui sont attachés à son usage. La question de l'identité de genre a suscité en France, à partir des années 70, des réflexions et des pratiques féministes dans le cadre de ce qu'on appelait alors les rapports sociaux de sexe. Merci. Cadre réflexif où s'inscrivait dans une lutte concrète contre les inégalités sociales entre les femmes et les hommes. Deux catégories seulement étaient distinguées, les femmes et les hommes. Cette bicatégorisation trouvant sa légitimation dans des catégories de sexe pensées dès le XVIIIe siècle comme naturelles, le sexe fort et le beau sexe. Beau sexe devenu, dès le XIXe siècle, le sexe faible. Je m'excuse, mal à la gorge. Aujourd'hui, la question des différences liées au sexe s'est fortement modifiée avec la déconstruction des différences prétendues naturelles entre les femmes et les hommes, avec le questionnement dans plusieurs domaines scientifiques, notamment en biologie et en médecine, des notions de normal et de pathologique, et aussi avec la mise en discours et en acte de l'existence d'autres identités de sexe et de genre, plus particulièrement portées par la pensée queer et les mouvements trans Astérix. L'Astérix adopté maintenant reflète la complexité de cette nouvelle catégorie. Dans ce nouveau contexte multigenre, bien des questions surgissent. Comment cette multiplication des catégories fait-elle progresser la compréhension des rapports sociaux entre les hommes et les femmes? Comment problématise-t-elle de manière différente la lutte contre les inégalités? Une approche féministe des rapports sociaux est-elle toujours possible? Et si oui, comment l'émancipation des femmes et l'avancée dans l'égalité de leurs droits peuvent-elles, dans ce nouveau paysage, se reformuler comme un défi au-delà de la parité entre les hommes et les femmes? Des recherches récentes prennent en compte l'aspect multivarié des rapports de domination entre les catégories différentes et tentent de penser leurs intersections. Les travaux menés sur les discriminations de genre selon cette problématique renouvelée peuvent-ils s'appuyer sur les nombreuses recherches qui ont analysé les contraintes de genre dans sa spécificité bicatégorielle homme-femme? Voilà autant de thèmes de réflexion sur lesquels nos trois invités, M. Eric Schneider est absent, vont nous aider à progresser en éclairant le sujet selon leurs disciplines et leurs expériences propres. Je suis donc heureuse de saluer, alors par ordre alphabétique de leur nom, Claudine Blasco. Claudine Blasco, vous êtes ingénieure en chef de l'aviation civile. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique de la section française de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, association mieux connue par son acronyme ATTAC, France, fondée en 1998. Très engagé dans cette association, vous y avez créé la commission genre. Vous êtes par ailleurs membre de la Marche mondiale des femmes. Par ailleurs aussi, vous êtes vice-présidente de Terre des Hommes, France, TDH. Au sein de cette ONG, vous avez créé les réseaux de défense des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique et en Asie. Au nom de la Fédération internationale TDH, vous avez été consultante au Conseil économique et social des Nations Unies, à la FAO et promotrice du protocole facultatif relatif au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 2008 par l'AG de l'ONU. Parmi donc, et ça sera pareil pour chacune de nos intervenantes. Donc, je vais citer 3 de vos publications parmi les plus récentes. Donc, en 2008, mondialisation de la prostitution, atteinte globale à la dignité humaine. En 2009, déconstruction des discours dominants sur les migrations.
en 2011 un dossier sur le soin. Non, pas le soin. C'est le CARE, mais à l'Institut Midi du Châtelet, la présidente du conseil d'orientation étant Madame Josiane Gantier, étant membre du Haut Conseil de la francophonie, nous avons opté, peut-être pas la majorité, mais enfin, faut retraduire le mot CARE par soin qui existe en français. Il n'y a pas de traduction possible en ce moment. Donc, Madame Gantier donnera le débat avec vous, alors peut-être. Mais le débat peut avoir lieu. Ensuite, donc, et toujours par ordre alphabétique, Zora Metzgeldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Vous êtes directrice du laboratoire Rapports sociaux et représentations socioculturelles dans l'espace méditerranéen. Vous y êtes responsable de la formation doctorale Genre, société et culture en Méditerranée. Vos travaux de recherche portent sur les littératures et les cultures du Maghreb, notamment sur les rapports entre oralité et écriture, et sur la place et le rôle des femmes dans la culture. Parmi vos nombreuses productions, je cite, alors 2001, votre doctorat intitulé « Oralité, stratégie scripturale dans l'œuvre de Mohamed Khayreddine », excusez-moi pour la prononciation. Donc, cet auteur étant l'un des plus grands écrivains de la littérature francophone marocaine. Et votre thèse, si je ne me trompe pas, a été publiée en 2007 sous le titre « La mémoire à l'œuvre ». Oui. Je citerai aussi en 2005 « Les voix du récit féminin » et en 2008 « La maternité dans la littérature féminine au Maroc ». Notre troisième intervenante aujourd'hui, Anne Revillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Nord-Villetaneuse, à l'UFR Droit, Sciences économiques et sociales, détachée cette année même à Sciences Po, comme, et on ne reconduira pas le débat, de professeur associé, bien que le titre soit associé de professeur. En sociologie, donc, au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques et comme membre de l'Observatoire sociologique du changement. Vos recherches relèvent principalement de la sociologie du genre, de la sociologie du droit et de la sociologie de l'action publique, politique des droits de femmes et politique du handicap. Après vos travaux de thèse consacrés aux politiques des droits des femmes en France et au Québec, puis à la médiation institutionnelle, vos recherches actuelles porte sur les inégalités de genre dans la haute fonction publique et sur les transformations de l'action associative dans le secteur du handicap. Votre intérêt pour les études de genre est ancien. Alors, en classe prépa lettres et sciences sociales, vous receviez vos premiers cours sur les problématiques du genre et selon vos propres mots, cela a été un coup de foudre. Intégré à l'ENS de Cachan, vous avez fait pour votre maîtrise une recherche concernant les femmes. Agrégé de sciences économiques et sociales, vous avez ensuite soutenu en 2007 votre doctorat en sociologie intitulé « La cause des femmes dans l'État, une comparaison France-Québec 65-2007 ». Donc parmi vos publications récentes, celle de 2012, Introduction aux études sur le genre, avec Laure Bérénice, Sébastien Chauvin, Alexandre Chounet, qui donc a été publié la première fois en 2008 et qui vient d'être réédité. Puis un mouvement social paradigmatique, ce que le mouvement des femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux. Enfin, les femmes contestent, genre, féminisme et mobilisation collective. Notre quatrième intervenant, Eric Schneider, qui est donc un médecin psychiatre, de Luxembourg, pour des raisons médicales, ne peut pas être présent aujourd'hui. Donc, il propose qu'on l'excuse. Donc, à l'issue de ces des trois présentations, je vais vous présenter également Monique Alperne, qui remplace Raphaël Legrand, qui ne peut être là aujourd'hui pour être modératrice. On va être maintenant modératrice donc, sur la table ronde. Donc, Monique Alperne, je vous présente. Donc, Monique Alperne, vous êtes une ancienne présidente de la CLEF, la coordination française pour le lobby européen des femmes, et vous avez fait plusieurs travaux d'expertise pour la Commission européenne.
notamment sur l'entrepreneuriat féminin. Votre activité professionnelle s'est principalement déroulée au ministère du Travail, notamment dans le secteur de la coopération internationale concernant le gender mainstreaming. Voilà. Alors maintenant, nous allons en passer aux 3 questions. Donc, comme c'est la règle pour les assises, on a prévu des questions qui vont donc être proposées à nos 3 intervenantes qui ont 5 minutes pour répondre chacune. Moi, je suis la montre. Et Monique Alperne sera la montre, Voilà. mais pas que. Alors, première question. Et je demanderai, je vous préviens tout de suite, parce que je vais demander à Anne Revigard de répondre en premier. Alors, pouvez-vous nous rappeler les définitions et les usages qui ont été faits du concept de genre, leur lien avec le féminisme et leur portée critique dans votre champ d'analyse ou d'action? Donc, je demanderai par ordre à Anne, puis à Zora, puis à Claudine de répondre. Anne. Bien, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ces assises. Donc, je répondrai du point de vue de la sociologie, qui est ma discipline d'appartenance, même si j'insisterai aussi sur le caractère nécessairement interdisciplinaire des études sur le genre. Donc, il y a d'emblée 3 questions dans la première question. Donc, je ne sais pas si je peux avoir 3 fois 5 minutes, mais... C'est Monique qui décide. Ah, merci. Bien. Donc, la question de la définition et des usages de la notion de genre, les liens avec le féminisme, ce qui n'est pas la plus mince des questions, et la question de la portée critique du concept de genre. Donc, je dirais, pour faire un petit peu le lien entre ces 3 questions, que le genre peut avoir une portée critique pour la sociologie si on en donne une définition forte, dans laquelle le genre n'est pas seulement une catégorie descriptive, une variable descriptive désignant les hommes et les femmes, mais dans laquelle le genre désigne véritablement un rapport de pouvoir. Or, si on a été amené dans les recherches sur le genre à penser le genre comme rapport de pouvoir, c'est justement et notamment grâce aux mobilisations collectives qui ont amené à le penser ainsi. Donc, il y a un lien étroit entre donc les différents volets de questionnement de cette première question, donc entre l'articulation avec les mobilisations féministes et la portée critique du concept. En l'occurrence, j'en parlerai plus spécifiquement pour la sociologie. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça en abordant d'abord la question du lien avec le féminisme pour ensuite préciser un petit peu cette idée de portée critique pour la discipline. Alors, je précise tout de suite que ce que je vais développer ici prend appui sur une réflexion collective, donc ce n'est pas de mon propre fait, mais je m'appuie complètement ici sur la réflexion qu'on a eue donc avec mes collègues Laure Bérény, Sébastien Chauvin et Alexandre Jeunet, donc dans le cadre de la préparation de ce manuel d'introduction aux études sur le genre. Donc, en sociologie, le genre est un concept qui fait encore l'objet d'usages pluriels, dont la définition n'est pas encore complètement stabilisée, et son positionnement par rapport au féminisme a pu être ambigu, dans la mesure où le concept a pu et peut encore être utilisé par certaines et certains comme une façon de se démarquer vis-à-vis des démarches militantes. Donc sur le mode « je ne fais pas des études féministes, je fais du genre ». Donc il y a un effet de légitimation du concept de genre. Alors ceci étant, de nombreuses enseignantes chercheuses, dont je fais partie, défendent la portée critique du concept et l'inscrivent dans la pleine continuité de l'héritage féministe, en revendiquant donc le lien entre dynamique militante et scientifique. Donc ces liens sont notamment essentiels, et j'en parlerai sous cet angle-là aujourd'hui, en tant qu'ils ont permis de penser le genre comme rapport de pouvoir, ce que j'évoquais en introduction de mon propos. Donc pour comprendre ceci, ça implique de revenir un tout petit peu sur l'histoire du concept. Donc le genre a initialement été conçu dans une définition restreinte, un petit peu comme synonyme de rôle de sexe ou sexe social, donc désignant les comportements, valeurs, attitudes différents attendus dans la société de l'un et l'autre sexe. Donc c'était notamment la définition développée en psychologie par Stoller, qui a le premier proposé le concept de genre. Donc on avait là l'idée de différenciation et de construction sociale, donc de rôles assignés aux individus en fonction de leur sexe.
Mais on n'avait pas encore l'idée de rapport de pouvoir. Et c'est vraiment ce que l'analyse féministe a apporté au concept de genre, c'est l'introduction de cette idée supplémentaire d'un rapport de pouvoir entre les sexes. Donc, dès 72, la sociologue Anna Oakley, par exemple, reprend la notion de genre qui avait été développée par Stoller, mais en le reprenant dans une optique féministe. Donc, la notion va ensuite évoluer pour désigner de plus en plus non plus les rôles assignés à chaque sexe, mais le système social qui institue ces rôles et qui les construit, donc qui va être défini comme un système d'inégalité. Et là aussi, la dimension du pouvoir sera centrale. Donc c'est cette évolution qui nous a conduit, avec mes collègues co-auteurs de ce manuel, à proposer une définition du genre comme un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les hommes et les femmes et entre le masculin et le féminin. Donc système de bicatégorisation hiérarchisée entre deux groupes de sexe, les hommes et les femmes, et entre les valeurs, représentations qui leur sont associées, donc le masculin et le féminin. Donc, système dont nous soulignons à maintes reprises dans ce travail qu'il ne peut être saisi indépendamment des autres rapports sociaux de classe et de race notamment qui lui sont consubstantiels. Donc voilà pour ce qui concerne une définition forte du genre. Donc juste quelques mots sur la portée critique du concept de genre. Donc pour la sociologie, en fait, j'en distinguerai deux dimensions essentielles. Donc le genre tel que je l'ai défini ici relève d'abord d'un travail critique classique en sociologie dans la mesure où il s'agit de mettre en lumière un système d'inégalité au même titre que le système d'inégalité de classe par exemple qui a longtemps été plus étudié par la sociologie des inégalités. Et puis portée critique aussi en tant que ce concept de genre, si on le définit ainsi, conduit à remettre en question, à revisiter un certain nombre de catégories fondamentales de la discipline, par exemple les notions de travail ou de dichotomie public-privé. Je pourrais y revenir. Je vous remercie. Maintenant, je passe la parole à Zora Mez-Eldi sur cette même question. Oui, merci. Alors, en ce qui concerne notre expérience au Maroc, je dirais, enfin, je répondrai d'abord à la seconde question, c'est-à-dire le lien entre féminisme et les définitions et les usages du genre, en rappelant qu'effectivement, au Maroc, comme certainement dans beaucoup d'endroits, beaucoup de sociétés, c'est d'abord la société civile qui, en mettant en avant, grâce aux associations féministes... Est-ce que c'est possible que vous parliez moins fort dans le couloir? Parce qu'on vous entend un peu beaucoup. Il y a un problème de quoi? Il n'y a pas assez de sièges pour... D'accord, donc parce que là ça dure depuis un petit moment et c'est vrai que ça... On peut pas aller chercher d'autres chaises. Est-ce que... Eh ben Joël Viels, qui est membre de l'IEC, peut venir s'asseoir par là. Ça fait déjà une place. Oui, viens, Marie-Elisabeth Handman de l'IEC aussi va venir s'asseoir là, donc ça fait une autre place. D'accord, je comprends bien, mais non, mais j'essaye de résoudre le problème, parce que là, je vois à peu près la salle. On ne peut pas changer d'amphi. Pour une fois que le genre attire, on passe... C'est extraordinaire, ça. Ça, hein. C'est formidable. Bon, je vais en profiter pour aller chercher mes affaires, là-bas. Tu peux me passer mes affaires, j'ai mon pull et mon... Non, là. Là, il y a une place là, il y a mon imperméable là. Ouais. Est-ce que tu peux passer l'imperméable de Monique? Voilà. Merci, c'est extraordinaire, les victimes Ouais. Donc il y a, pour l'instant, il y a une place ici et une autre là. Alors il y a une place à gauche. Voilà, c'est pris. Il y a une Florence. autre place là-haut, là-bas.
Il y a une place là-haut, là-bas, pour quelqu'un là. Il y a une place à gauche, là. À gauche, là-bas. Hop. On va aller vite, hein. Place solidaire. Florence Rochefort n'est pas assise. Première fois que je vois ça. L'amphi était trop petit, hein. L'amphi était trop petit. Florence, tu peux pas la mettre à la table, là? Il n'y a plus de chaise. Il y a un siège est pris, là. Ah, si, il y a une Il chaise. faudrait aller chercher d'autres chaises. Non, Votre chaise. Non, mais il nous a dit qu'il y avait déjà un problème de Bon. chambre. Mais je m'adresse aux personnes de la sécurité. Est-ce que ça vous convient maintenant? Bon, donc on va reprendre cette table ronde. Merci pour le silence. Donc je repasse la parole. Peut-être vous recommencez, s'il vous plaît, Zora. Merci. Bien, oui. Alors j'étais donc en train d'expliquer que les définitions et les usages du genre au Maroc s'inscrivent dans l'histoire du féminisme au Maroc, hein, et de tout ce travail effectué par la société civile marocaine, en particulier les associations de femmes et les associations de droits humains. Alors, je voudrais juste donner quelques indications, puis après développer tout cela, bien sûr, dans le débat, sur les caractéristiques, on va dire, de ce féminisme marocain, en précisant tout d'abord que, l'une de ces caractéristiques, c'est la préoccupation pour les questions sociales. Dès le départ, dès le commencement du travail des associations de femmes, la lutte contre les discriminations et les inégalités visant les femmes, le fait d'œuvrer pour la promotion des droits des femmes, parmi lesquels la scolarisation des petites filles, par exemple, l'alphabétisation des femmes, qui sont très touchées par l'analphabétisme, le droit au travail, la mise en avant des changements survenus dans le rôle des femmes dans la famille, et aussi leur inclusion dans la sphère publique. Donc, en fait, un féminisme principalement orienté vers des questions sociales d'un côté, mais aussi des questions plus politiques, hein, on va dire, orientées vers les questions de citoyenneté, les questions de démocratie, et d'une manière générale, la promotion de la place des femmes dans le développement et la modernisation du pays. Et c'est dans ce contexte-là que la préoccupation, on va dire, pour le genre a été introduite au Maroc. Alors surtout depuis les années 2000, au cours desquelles, en 2006, notre champ de formation, puisque dans la question, il est aussi question de champ de formation ou plutôt champ d'action et champ d'analyse. Mon champ d'action, hein, c'est celui de la formation. Et nous avons mis en place en 2006 un master qui est pluridisciplinaire, intitulé Genre, Société et Culture. Puis une formation doctorale qui est venue en 2008 compléter, ou plutôt poursuivre, ce master qui est un master recherche. Et dans ce contexte-là, donc, les définitions et les usages du genre mis en avant sont allés du côté de la notion de rapports sociaux de sexe, de leur transversalité, le fait de rendre compte des relations différenciées et inégalitaires entre les hommes et les femmes dans nos sociétés, en insistant sur l'interaction entre les hommes et les femmes, la prise en compte aussi des besoins et des intérêts des hommes et des femmes, l'objectif étant de promouvoir l'égalité et l'équité qui sont quand même deux principes très importants dans le concept de genre.
Donc, il a été question au Maroc de travailler sur un concept qui essaie de mettre en avant la prise en compte des relations entre les hommes et les femmes. Et là, je peux dire qu'il y a une sorte de transition qui s'est opérée de façon tout à fait progressive, j'allais dire normale, mais bon, surtout progressive. Je voudrais aussi souligner le lien entre le travail universitaire et celui de la société civile, qui est très important chez nous, pour développer ensemble une réflexion critique qui essaye de souligner les rapports de domination. Donc c'est aussi une évolution dans les définitions, et qui essaye de déconstruire les représentations. Et ce qui m'amène à faire le lien avec mon champ d'analyse, qui est celui de la littérature et de la culture. Et donc ça, ce sont des choses que je vais pouvoir développer au cours des 2 questions qui suivent. Voilà, merci beaucoup. Merci. Cette première salve de questions. Maintenant, je vais poser cette même question à Claudine Blasco, s'il vous plaît. Oui, alors moi je vais partir de mon travail militant, ce que j'ai fait au départ à partir de la solidarité internationale, puis à travers le féminisme également. Et c'est qu'à vrai, en tant que féministes, nous avons parlé, avant de parler de genre, nous avons parlé de libération des femmes, de domination patriarcale, de différence de sexe, de discrimination envers les femmes, d'inégalité hommes-femmes, puis de sexospécificité. Et tous ces concepts nous ont amenés au concept de genre en tant que rapports sociaux de sexe et que construction socio-culturelle des rôles et des relations et des positions sociales des femmes et des hommes dans nos sociétés, mais surtout, comme l'a dit Anne, en tant que rapport de pouvoir. Le genre est un concept qui est dynamique, donc il est difficile de lui donner une définition authentique parce que il suit l'influence des transformations sociales. C'est en fonction des cultures, des traditions, des religions, mais aussi des politiques publiques, économiques, sociales et culturelles. Et il peut être aussi variable en fonction de l'âge, en fonction de l'origine sociale ou ethnique et du niveau d'éducation. Cependant, bien que ce concept genre soit variable, il y a une constante qui est l'oppression universelle des femmes. Ça, c'est notre position féministe. Ça, c'était pour les définitions. Pour les usages, de tous les concepts que nous utilisions précédemment, excusez-moi, je remets. De tous les concepts que nous utilisions précédemment, le genre est celui qui nous a le mieux permis de montrer les dominations et les inégalités et de construire des outils pour les combattre. Le genre, en tant que féministe, a réussi à faire sortir les analyses des femmes du privé et des analyses qui étaient uniquement centrées sur les femmes pour davantage travailler sur la comparaison homme-femme. Et ça a permis de rendre visible dans les domaines de la sphère publique, politique et universitaire, ainsi que syndicale, par des recherches sociologiques, mais aussi par les statistiques et par l'intégration systématique de l'approche de genre, les inégalités qui étaient subies par les femmes. Alors nous avons tout d'abord appliqué pour nous le genre au développement, lequel système et concept de développement a été révolutionné par le genre en 30 ans. Nous sommes passés de l'intégration des femmes au développement, ça c'était dans les années 60, où c'était surtout des projets pour l'alphabétisation en Afrique ou en Inde, et qui ne changeaient pas réellement le statut des femmes dans la société.
pour passer dans les années 70 à Femmes et Développement, qui étaient des projets surtout sur les activités génératrices de revenus pour les femmes et qui n'amélioraient pas pour autant quand même leurs accès aux ressources ou à la prise de décision. Un des exemples flagrants, c'était les microcrédits qui ont été largement distribués aux associations de femmes pendant les années 70 et qui ne leur permettaient pas d'avoir des projets qui dépassent le stade du village ou le stade très local. Dans les années 80, l'approche genre, qui s'appelle Genre et Développement, a marqué un tournant très important qui accompagnait un nouveau concept qui était celui du développement durable, en tenant compte du fait que les hommes et les femmes font la société, la perpétuent, mais que la répartition des tâches, des profits et des oppressions n'est pas partagée équitablement. Qu'ils ont des rapports différents avec la société, des priorités, des objectifs différents, et que le développement impacte différemment les hommes et les femmes qui eux-mêmes exercent une influence différente sur le développement. Les deux doivent participer à l'identification des problèmes et des solutions pour faire progresser les intérêts de la communauté. L'approche genre, en fait, a montré, là, à travers le développement, qu'il fallait assurer une répartition égale des possibilités, des ressources et des bénéfices entre les hommes et les femmes. Et ça nous a permis aussi d'identifier les différences importantes entre les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes et à essayer de les gommer surtout. Et ça a mis en évidence le fait que les différences sociales basées sur le sexe découlent et s'enracinent dans les pratiques sociales et sont donc transformables et jamais irréversibles. Aujourd'hui, le lien avec le féminisme, le concept genre qui a vu le jour grâce aux féministes et à leur lutte pour visibiliser la domination patriarcale, pour nous, féministes altermondialistes, le genre nous permet d'influer dès la conception les politiques publiques, les projets ou programmes, et nous l'avons utilisé dès notre création, et nous l'utilisons essentiellement dans nos argumentaires et pour définir et évaluer les programmes de revendication. Cependant, ce concept est plus fréquemment cité par les associations féministes mixtes que par les associations qui ne le sont pas. Il n'en reste pas moins que nous utilisons toutes les études de genre pour alimenter notre réflexion et légitimer nos actions revendicatives. L'évolution du concept a en fait suivi nos luttes et qui est liée à l'émancipation des femmes. La portée critique, pour moi, est de deux ordres. Tout d'abord, le genre nous a menés à voir les limites de l'universalisme et le fait que celui-ci cachait les discriminations, quelles qu'elles soient, dans sa globalité. Puis le genre nous a poussés à nous investir dans la transversalité et à sortir des sujets purement féminins pour s'attaquer à tous les sujets de la société. Voilà, je vous remercie. Merci. Avant d'en passer aux questions, une question de la salle, je vais vous poser la deuxième question à toutes les trois. Donc, et c'est vous, Zora Mezgeldi, qui allez répondre en premier, puis Claudine Blasco, puis Anne Revilla. Donc, voici cette deuxième question. Selon votre propre expérience, à quelle pratique, à quelle mobilisation ou à quels enseignements ont été liées ces différentes approches du concept de genre? Est-ce que ces pratiques, mobilisation et enseignement ont fait évoluer vos définitions et usages du genre? Zora. Oui. Alors, dans la continuité de ce que j'ai dit précédemment, c'est vrai, ces définitions et ces usages du genre sont très liés au travail effectué par les associations de femmes, mais aussi par la recherche universitaire qui a mis en place, qui s'est mobilisée en fait pour mettre en place des études et des recherches sur les femmes, notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales. Enfin, c'est le cas de mon université. Je crois que à travers cette expérience est souligné le fait que c'est bien la société et la culture qui dictent
quelles sont les définitions et les usages du genre. Et c'est pour ça je vous remercie de m'avoir invité pour venir parler de l'expérience marocaine et pour ouvrir justement la réflexion à d'autres types de sociétés qui, je le rappelle, restent quand même une référence avec des différences, bien entendu, selon les sociétés en question. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, cela a permis de faire évoluer les usages et les définitions pour notamment montrer à nos étudiants, par exemple, mais aussi au niveau de la société, celle avec laquelle on rentre en contact lors de nos actions en tant qu'association de femmes, montrer que les rôles et les statuts sont bel et bien construits, que les identités des hommes et des femmes le sont aussi, que ce soit historiquement, socialement, culturellement, et surtout montrer qu'ils sont modifiables. Et que chaque société, à partir du moment où elle a compris cela, peut intervenir à ce niveau-là. Je vais donner juste un petit exemple. Je vous en prie. Alors, pendant très longtemps, on a bataillé pour la scolarisation des petites filles, je l'ai cité tout à l'heure. Et on continue, bien entendu, parce que les objectifs ne sont pas totalement atteints. Mais on poursuit, si je puis dire aujourd'hui, avec l'étude des stéréotypes dans les manuels scolaires, pour montrer que non seulement les femmes ont toujours été défavorisées pour ce qui est de l'accès à l'école, mais que l'école elle-même, à travers notamment les manuels scolaires, véhicule des représentations qui discriminent encore et toujours les femmes. Donc voilà ce que je pourrais répondre pour l'instant à cette question, et pour faire court. Merci. Anne. Ah, c'est à moi. Oui, je me suis trompée peut-être. Pardon, Claudine. C'est le rhume, excusez-moi, Claudine. Moi, je vais continuer donc après Zora. Donc effectivement, les différentes approches de genre ont entraîné des pratiques différentes et une imagination aussi différente avec pour les féministes par exemple l'intégration des femmes dans le développement. Donc le premier, les féministes ont très vite dénoncé cette pratique qui considérait encore les femmes comme des mineurs. Pour le deuxième stade qui était femmes et développement, là on a vu en fait de plus en plus de féministes qui se sont organisées en association afin de créer elles-mêmes leur propre projet de développement pour mettre en place l'égalité homme-femme. Et dans genre et développement, quand nous en sommes arrivés à genre et développement, les féministes ont salué genre et développement parce qu'ils prenaient enfin en compte la vie des femmes et le statut des femmes dès la conception et leur donnaient une réelle influence sur l'avancée du projet. Mais cependant, malgré l'avancée de ce concept, souvent la société civile où se passait le projet n'avançait pas de la même façon, était même en recul. À partir de cette échéance, d'ailleurs, beaucoup d'associations dites féminines ont pris un tournant féministe. C'est-à-dire qu'elles ont vu que là, elles pouvaient défendre leurs droits et pour les défendre et pour arriver à ce concept, ont pris l'orientation féministe de défense des droits des femmes. Il y a aussi un autre combat qui a été une autre lutte qui a été assez emblématique, c'est-à-dire que dans les années 90, quand j'étais aux Nations Unies, il y a eu une bagarre très importante des féministes francophones contre l'appellation droits de l'homme. Et nous avons obtenu que droits de l'homme deviennent droits humains parce qu'on déclarait que c'était encore une façon de montrer la domination des hommes sur les femmes. Alors il y a eu également, au sein des Nations Unies, une autre lutte pour obtenir des indices qui montraient la discrimination faite aux femmes et la précarité des femmes. Notamment, ça avait commencé en 95 par l'indice de participation des femmes et l'indice sexo-spécifique de développement humain, qui pour arriver en 2010
sur un indice qui est l'indice d'inégalité de genre, et c'est la première fois qu'il existe un indice dans lequel il y a le mot genre qui a été pris au programme des Nations Unies pour le développement. Donc c'est quand même un pas qui a été fait et qui est très important et qui vient de nos luttes féministes à l'intérieur de ces instances. On constate que la pratique des approches de genre, comme on le voit en développement, ont fait évoluer notre conception du genre et les stratégies. Les féministes d'aujourd'hui essaient d'imposer ce qu'on appelle le gender mainstreaming dans toutes les prises de décision au niveau des institutions. Cependant, nous manquons cruellement de statistiques genrées dans de nombreux domaines pour vraiment développer les études d'impact sur les femmes. Pour ce qui est de la commission genre ATTAC, nous avons, dès notre création, en 2000, fait entendre notre voix et notre approche genre dans les analyses sur la mondialisation, en écrivant un livre, en organisant des débats, des formations à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de notre mouvement. Nous avons tissé des liens avec les autres mouvements féministes, avec le monde syndical et médiatique, ainsi qu'avec celui de la solidarité internationale, mais aussi avec le monde politique, afin de faire évoluer à la fois les mentalités et de faire évoluer les lois. Là, on voit qu'il est très important de mettre en place, par rapport au genre, une éducation populaire, mais aussi des actions qui puissent se traduire par des mouvements sociaux. Pour cela, nous nous sommes investis non seulement dans notre commission genre, mais aussi dans toutes les instances d'attaque, afin d'imposer l'approche genre dans toutes les analyses et revendications du mouvement altermondialiste. Notre travail sur les retraites est emblématique de ce que nous avons pu faire. C'est-à-dire qu'il a fini par être repris par les syndicats et par les partis politiques, tout le travail qu'on avait fait sur les retraites des femmes. Il y a un autre travail qui était emblématique, c'est celui que j'ai dirigé sur les flux financiers de la prostitution pour qu'ils soient intégrés dans notre lutte contre les paradis fiscaux et contre la criminalité transnationale organisée et qui maintenant est pris en compte dans la criminalité financière. Il y a également notre travail sur l'égalité salariale qui a eu des impacts jusque dans la conférence ministérielle qui a eu lieu récemment. Il y a eu aussi le travail que nous menons pour visibiliser les femmes migrantes et plus largement les femmes précaires et pauvres. Et le dernier en date est celui sur la dette et l'austérité pour montrer les impacts différenciés des politiques d'austérité sur les hommes et les femmes. Vous voyez donc que le genre peut se traduire en action. Merci. Cette fois-ci, c'est Anne. Merci. Donc, je vais répondre à cette deuxième question dans la continuité de ce que j'ai commencé à développer en réponse à la première question, donc avec la défense d'une conception forte du genre comme rapport de pouvoir qui donne tout son sens à l'articulation avec l'héritage militant et avec les mouvements féministes. Donc, je répondrai plutôt sous l'angle du lien avec les mobilisations. Et plus spécifiquement, il me semble que l'intérêt de ce concept de genre, en tout cas tel que j'ai proposé, enfin encore une fois avec mes collègues, de le définir comme un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes et entre le féminin et le masculin. L'intérêt de ce concept est de permettre d'agréger un certain nombre de courants de la critique féministe qui ont été initialement portés par des mouvements sociaux et parallèlement théorisés dans l'université. Différents courants qui ont pu se penser et se vivre de façon assez conflictuelle, mais dont il me semble que le concept de genre permet dans une certaine mesure de les articuler. En tout cas, c'est un des intérêts du concept de mon point de vue. Donc, en l'occurrence, différents courants, différents aspects, différents volets des mobilisations féministes ont mis l'accent sur différentes formes des rapports de pouvoir liés au genre, et tout ceci peut être à son tour intégré, théorisé dans la définition du genre. Donc, en l'occurrence, des courants aussi divers que le féminisme matérialiste, que la théorie queer, donc en lien plus avec les mouvements LGBTQ, le black feminism qui correspond à des critiques internes au mouvement des femmes, au mouvement féministe. Tout ceci peut se retrouver
intégré dans différentes facettes de la définition du genre, qui intègrent qui articulent ces différents rapports de pouvoir. Donc, en l'occurrence, si on définit le genre comme un système de bicatégorisation hiérarchisée, cela permet d'intégrer tout l'enjeu du rapport de pouvoir entre groupe des hommes et groupe des femmes, donc qui a pu être théorisé en termes de patriarcat, de domination masculine, mais aussi le rapport de pouvoir lié à l'instauration de deux catégories mutuellement exclusives et excluant de fait celles et ceux qui ne s'identifient pas à ces catégories. Donc des choses qui sont plus liées à des critiques formulées par les mouvements LGBTQ. Par ailleurs, en insistant sur l'imbrication du genre avec d'autres systèmes sociaux d'inégalité, cette conception du genre intègre aussi des critiques initialement formulées au sein des mouvements féministes eux-mêmes, et notamment des critiques issues du Black Feminism, qui ont été un levier essentiel des réflexions sur l'intersectionnalité au sein des études sur le genre. Voilà. Merci Anne Revilla. Je vais passer rapidement maintenant à la troisième question. Et c'est Zora Metzgeldi en premier, puis Anne Revilla en second et Claudine Blasco en troisième. Voici cette question. Quelle résistance, au pluriel, avez-vous rencontrée? Quelles sont les potentialités, les limites du concept de genre tel que vous l'avez expérimenté? Quelle perspective dégagez-vous pour l'avenir? Donc Zora, je me donne la parole. Oui. Alors, en ce qui concerne les résistances, et là encore, je crois que ça se ressent dans nos interventions, les trois questions, ou plutôt les réponses, sont articulées et s'inscrivent dans la continuité. Les résistances, s'agissant de notre expérience au Maroc, c'est le référentiel religieux. C'est clair, c'est net. Il y a au Maroc, aujourd'hui, tout particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les fameux printemps arabes, que nous appelons plutôt printemps démocratique. Bien. Oui. Et donc, il y a un débat qui est de plus en plus dur, je dirais, sur la place, plutôt sur la vision des hommes et des femmes, sur leur place dans la société. Et de ce point de vue, je dirais que le genre porte en lui une portée critique qui déjà engendre un changement qui fait exploser les tabous. Les résistances constituent aussi des possibilités d'ouverture. Tout dépend de quel côté va se situer le rapport de force, si je puis dire, entre, on va dire, un courant conservateur et un courant moderniste, pour résumer les choses. Voilà. Alors maintenant, les limites. Moi, je ne vois pas à proprement parler de limites par rapport au concept. Les limites, on en discutait tout à l'heure avec certaines collègues à table, c'est les questions de méthodologie. Donc on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Les perspectives d'avenir, je crois que en ce qui nous concerne, c'est développer l'enseignement du genre. Alors c'est vrai, on a commencé les études sur le genre au niveau du supérieur, donc master, doctorat, etc. Mais on souhaite l'introduire dans tous les départements, à tous les niveaux de l'enseignement, et faire un travail important vraiment à tous les niveaux de l'enseignement. Voilà. Même dans le secondaire? Dans le secondaire aussi? Même dans le secondaire. Voilà, oui. Uniquement en S et en L, parce que... non, c'est la deuxième table ronde, ça tout à l'heure. Bon, c'était une private joke française. Anne Revilla. Bien, merci. Donc quelques mots sur les résistances. Alors, les résistances à l'institutionnalisation des études sur le genre dans la sphère académique me semblent quand même
s'être un petit peu affaibli par rapport à il y a quelques années. Il y a souvent en sociologie une tentation de dire plus ça change, plus c'est pareil, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître le fait qu'il y a eu une progression dans les dernières années. On note notamment de plus en plus de thèses soutenues sur le genre, c'est-à-dire notamment de plus en plus de jeunes femmes, jeunes hommes qui amorcent leur carrière universitaire avec des thèses sur la question et qui se font recruter. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des éléments d'institutionnalisation. L'Institut en est la preuve. Alors, malgré tout ça, il s'agit tout de même de savoir qu'il reste dans une position relativement marginale dans le monde académique, et à qui on a tendance à toujours demander de faire leurs preuves pour toute une série de raisons qui sont liées au contexte à la fois intellectuel et institutionnel des milieux académiques français. Donc juste pour rappeler quelques facteurs qui me semblent importants. D'abord, ces recherches sont constamment renvoyées à leurs origines militantes, et là, en insistant tout à l'heure sur l'importance du lien avec les mobilisations collectives, parce que c'est ce qui a permis de penser le genre comme rapport de pouvoir, je tends le bâton pour me faire battre, puisque c'est justement l'accusation de militantisme qui est un des ressorts importants de remise en cause de ces études. Mais ça implique un positionnement épistémologique plus particulier. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, accusation de militantisme. Alors, il y a par ailleurs, dans le contexte des sciences sociales françaises, qui restent encore assez héritières du marxisme, une certaine difficulté à faire passer l'idée qu'existe dans la société d'autres rapports de pouvoir que les rapports de classe. Donc, de ce point de vue, les chercheuses sur le genre ont pu parfois se trouver heurtées aux mêmes accusations de trahison de classe, reformulées en termes scientifiques, que les féministes du MLF en leur temps. Donc, comme si parler de genre revenait automatiquement à nier l'existence de rapports de classe. Donc, de ce point de vue, il me semble vraiment important de défendre aussi une conception du genre qui intègre cette question de l'intersectionnalité, de la consubstantialité des différents rapports de pouvoir. Et puis, autre élément important d'explication qu'il faut pas négliger, à mon avis, d'autant plus que justement la définition des programmes dans l'enseignement. Alors là, je parlerai plutôt pour le volet enseignement supérieur et recherche. Donc, dans l'enseignement supérieur, on peut pas imposer un programme aussi facilement qu'on peut le faire justement dans le secondaire, pour anticiper sur la discussion qui aura lieu tout à l'heure sur les programmes de SVT. Donc, tout ça tient beaucoup au fait qu'il y ait dans les institutions universitaires des personnes qui portent ces questions-là et qui défendent leur intégration concrètement dans les contrats quadriennaux qui vont être la base de l'engagement des universités en termes de contenu de formation. Donc il y a un lien étroit entre l'intégration du genre notamment dans la formation et la question du plafond de verre, enfin de la place des femmes dans l'enseignement supérieur à la recherche et le plafond de verre auquel elles se heurtent. Donc là, juste pour rappeler quelques chiffres, c'est une réalité qui persiste. En 2010, on avait 42% de femmes parmi les maîtres de conférences et 22% parmi les professeurs des universités. Donc la place des études de genre au sein de l'université est aussi liée à cette question de la place des femmes elles-mêmes dans la sphère universitaire, étant donné qu'il s'agit de recherches qui restent quand même aujourd'hui massivement portées par des femmes.